Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et après avoir poussé un cocorico sur cet investissement français avec mon petit placement, Damien Dierix est avec nous. Bonjour Damien. Bonjour Cédric. Gérant chez Exane AM. On est à quelques semaines de partir en vacances et on a toujours cette espèce de petite musique qui arrive. Que faire avant l'été ? Est-ce qu'on doit tout vendre pour sécuriser ? Est-ce qu'on doit dynamiser au contraire ses placements ? Est-ce que il faut changer les choses parce qu'on est à la mi-année ? Est-ce qu'il y a des opportunités ? Puis alors tout ça est peut-être un peu rebattu encore plus avec le contexte politique qui trouble un petit peu le message aussi. Déjà, qu'est-ce qu'on fait avant une période comme l'été, on va dire de façon générique ? Après, on rentrera peut-être un petit peu plus dans le détail de nos marchés actuels. Mais voilà, est-ce qu'il y a une petite réflexion à avoir à la mi-année avant de partir en vacances lorsqu'on est un épargnant et qu'on gère son patrimoine ? Déjà, on fait un petit point sur comment sont passés ces investissements, quels qu'ils soient, sur les actions, les taux, etc. Et là, on voit que finalement, l'été meurtrier a peut-être déjà commencé le 9 juin, en tout cas pour les épargnants plus français, parce que c'est vrai que le sujet dont on va peut-être parler, il est plus français qu'autre chose, parce que si je regarde le reste des investissements, les États-Unis, un investissement S&P 500, ça fait plus 15%. Au Japon, on est dans les mêmes alentours, autour de 16%. L'Europe est à 9%, l'Eurostock 50 est à 9% quand même. Oui, donc on va bien. Les taux d'intérêt, ils ont un peu remonté, ils sont un peu remontés. On peut reparler aussi du cas français, mais globalement, les taux sont remontés un petit peu. Donc on n'a pas une performance extraordinaire jusque-là sur la partie taux, mais rien de catastrophique. Alors pour répondre à votre question, est-ce que il faut faire quelque chose de particulier à l'été ? Le problème de l'été, c'est que on rentre dans une période qui va être plus potentiellement agitée, puisqu'elle est la jonction. Et en fait, c'est plutôt la fin de l'été auquel il faut faire attention. Parce qu'elle est la jonction entre deux années, finalement. Là, nous, on regarde toujours les chiffres de 2024. On va avoir, courant juillet, et j'allais dire, même pas à mi-août, on aura déjà tous nos chiffres du deuxième trimestre qui seront analysés et rentrés dans nos tablettes. Et on sera déjà en train de se projeter sur la deuxième partie de l'année et projeter 2025. Et donc, c'est là que la question va se poser. Et c'est pour ça que souvent, pas toujours, heureusement, mais c'est parfois à l'été que se dénouent des crises ou que se créent des crises. On en a connu plusieurs. Alors, elles peuvent être géopolitiques, et là, donc, évidemment, il n'y a rien à... Les marchés n'y sont, entre guillemets, pour rien. Mais il y a aussi, justement, ce passage d'anticipation de qu'est-ce qu'avait comme anticipation le marché pour l'année en cours et la suivante. Et puis, on va arriver dans le moment où on va vraiment savoir, septembre, on commencera à avoir une bonne idée de ce qu'est 2024 et est-ce qu'on s'est déjà trompé sur la suivante. Et ça se fait en plus dans un moment où il y a moins d'acteurs sur le marché et on est susceptible de décaler un peu plus... Exactement. Et alors, prenons l'exemple très récent. La liquidité, vous avez vu comment elle a subi la nouvelle du 9 juin. Et évidemment, quand ça se couvre très fort. Et les gens sont un peu tétanisés. Et du coup, vous avez certains qui vendent très fort et ça vous fait baisser très fortement les cours. Et effectivement, vous vous retrouvez avec les cours là où ils sont ensuite. Cet événement du 9 juin, il s'est un petit peu télescopé avec aussi le changement de pied des banques centrales qui ont vraiment revu de fond en comble, entre guillemets, leur façon d'aborder la lutte contre l'inflation. Ça veut dire que cette inflation, elle est désormais derrière nous, vraiment ? Nos banques centrales nous ont adressé ce message, c'est comme ça qu'il faut le comprendre ou attention, tout n'est pas encore joué ? Alors là, il faut savoir de où on regarde. Si on regarde l'Europe, effectivement, quand on regarde les chiffres de l'inflation, on voit qu'il y a une décrue très claire. On voit que la Banque Centrale Européenne elle-même l'atteste. Et, j'allais dire, plus important pour moi, quand vous parlez aux entreprises, puisque c'est en partie de là que ça vient quand même, les entreprises, vous voyez bien qu'elles vous disent que ça devient compliqué de passer des hausses de prix. Très clairement. Et ça, elles nous disent depuis plusieurs semaines, mois, c'est compliqué de passer du prix en 2024 par rapport à ce qu'elles ont fait en 2022 évidemment et en 2023. Donc ça devient beaucoup plus compliqué. Donc vous pouvez vous dire l'inflation elle est quand même un petit peu derrière nous, en tout cas pour ce qui est de l'Europe. Si je regarde les États-Unis, là les choses sont un peu différentes. C'est-à-dire qu'il y a quand même une persistance quand même de l'inflation autour de 3%. Si je vais chercher les indices, ce qu'on appelle Supercore, excusez-moi, je rentre dans le détail, mais c'est des indices de services, nettoyer des problématiques d'immobilier qui n'ont rien à y faire.
on est encore sur des chiffres qui tutoient les 5% aux États-Unis. Et donc voilà pourquoi la Fed est embêtée et qu'elle maintient ses taux. Je vous rappelle que le fameux pivot de la Fed, c'était en décembre l'année dernière et qu'on s'attendait donc très rapidement à une baisse des taux de la Fed. Bon, pour le moment, ils n'ont toujours pas bougé. Et effectivement, cette Fed, ce qu'elle nous dit, c'est c'est courant juin, elle nous dit, je révise en hausse ce que j'avais prévu en termes d'inflation corps également, pour l'année 2024, pour l'année 2025, à la hausse. Donc, pour eux, on n'est pas encore sorti d'affaires. Ils nous redisent l'habituel. Les hauts chiffres qu'on a eus sont derrière nous, mais évidemment, le problème n'est pas réglé. Mais on n'est pas encore revenu aux objectifs de Banque centrale, qui seraient les 2%. Si on regarde un petit peu, on va attendre effectivement le verdict des urnes, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des opportunités, il y a telle ou telle zone qui vous paraît plus prometteuse en termes action pour avoir une composante action dans son portefeuille aujourd'hui, dans son patrimoine? Alors effectivement, forcément, la zone euro a été un peu secouée, et spécifiquement les actions françaises. Là, je pense que c'était assez clair que à partir du 9 juin, le 10, il était assez clair que tous les codes ISIN qui commencent par un FR ont été screenés dans certains portefeuilles et ont été simplement balancés sans avoir regardé ce qu'il y avait vraiment derrière la société. Il y a des boîtes qui ont baissé très fortement, elles font quasiment plus de chiffre d'affaires en France en fait, et elles ont baissé autant que le reste. Alors, certaines sont évidemment bien identifiées parce que elles sont targetées par certains programmes, et donc là on peut s'inquiéter plus ou moins sérieusement, mais pas tout. Et donc, forcément, ça crée des opportunités. De toute façon, quand vous avez un mouvement comme ça, j'allais dire presque d'humeur, de stress, pour être plus sérieux, du marché, ça vous crée des opportunités. Toujours. Parce que, encore une fois, vous avez des gens qui jettent le bébé avec l'eau du bain, et forcément, il y a des choses qui vont en ressortir. Le marché se trompe peut-être sur ce qui va se passer. Encore une fois, j'ai entendu votre précédent intervenant qui disait que le marché n'aime pas, c'est l'incertitude. Ouais. C'est complètement ça. Tant qu'il ne sait pas ce qui va vraiment se passer le 7 juillet, en fait, parce que malheureusement, le 30 juin, je crains qu'on ne soit pas encore complètement capable d'avoir une vue certaine, parce que, contrairement à depuis 10 ans, où il n'y avait plus de triangulaire, il y aura des triangulaires. Et dans une triangulaire, vous avez besoin de savoir ce qui va se passer dans l'entre-deux tours pour avoir une meilleure vue. Bien sûr. Et donc, voilà pourquoi le 7 juillet, il faudra attendre jusque-là. Donc aujourd'hui, il faut plutôt se méfier sur cette zone européenne, ou en tout cas sur les actions françaises, et il faut mieux... Mais c'est là qu'il y aura les opportunités les plus intéressantes. Parce que là où il faut faire attention, c'est, pour moi, là, spécifiquement en ce moment de marché, c'est l'arbre qui cache la forêt. L'arbre de l'élection française, etc., qui cache la forêt étant le ralentissement qu'on voit. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu, depuis quelques semaines, des warnings aux États-Unis. C'est plus aux États-Unis qu'on voit un ralentissement de croissance. C'est-à-dire que la croissance n'est déjà pas géniale en Europe depuis un moment. Les PMI, ils sont pas bons du tout depuis un moment en Europe. Ils sont pas bons aux US non plus. Mais les marchés en ont pas tenu rigueur du tout. Et là, vous avez quelques petites sociétés. Alors, c'est des petites boîtes, MSI Industrial, Lincoln Electric, c'est pas des grands noms connus. Ouais. Mais ça warn. Et quand ça warn, c'est pas des petits warnings, c'est du 20%. Donc ça veut dire qu'on a quelques clignotants. Faut faire attention aux canaris dans la mine. Est-ce que c'est pas les clignotants ? Et on a déjà des indicateurs macro qui ralentissent. Donc là où il faut faire attention, c'est est-ce que justement ce qui était attendu sur ces chiffres de 2024, c'était quand même une première partie d'année relativement molle et un redémarrage sur le deuxième semestre. Est-ce que tout ce qui se passe, est-ce que les ralentissements qu'on voit aux US, le fait que la Fed tienne ses taux beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu, parce qu'une partie de ce redressement des attentes de 2024, il est lié au fait que la Fed elle devait baisser ses taux bien avant. Et donc, ça devait repartir. Est-ce qu'on ne va pas décaler à droite ce décalage ? Et donc, on a un petit peu trop d'attentes de bénéfices par action qui sont un tout petit peu trop hautes. Et bien justement, c'est dans ce moment qu'on va s'en rendre compte. Bon, donc pas de zone qui se détache plus qu'une autre aujourd'hui. Alors, il faut raisonner plus par quoi ? Par thématique, ou carrément sur du stock picking Alors le stock picking me paraît évidemment le plus important. Faut vraiment aller rechercher les raisons de croire dans une boîte, dans un business model. C'est ça qui, pour moi, est fondamental. C'est ça qui fait la beauté de la gestion action. Exactement. Et encore une fois, si on regarde valorisation, oui, il y a clairement une valorisation attractive sur l'Europe par rapport aux États-Unis. Maintenant, malheureusement, dans une période troublée, vous savez très bien que même si les US devaient corriger un petit peu, je vois mal les États-Unis corriger et que l'Europe se redresse derrière. En relatif, c'est pas impossible qu'on ait une Europe qui se tienne pas si mal,
puisqu'on aura passé une période compliquée. Faut garder peut-être aussi un peu le change en tête, parce que si la BCE continue de baisser ses taux, alors que la Fed ne bouge toujours pas, il y a un moment où ça jouera peut-être un absolument. peu. Absolument. Les crises se font et se défont sur les marchés de change. Juste pour terminer, Damien Dirix, je commençais en disant, est-ce que l'été, est-ce qu'il faut sécuriser, est-ce qu'il faut dynamiser? Bon, restons donc un peu investis, choisissons bien nos actions, etc. Malgré tout, est-ce que ça vaut le coup? Enfin, est-ce que c'est intéressant de se protéger un peu? Voilà, on parle il y a des instruments financiers aujourd'hui qui permettent de couvrir un peu ce qu'on appelle son portefeuille. C'est quelque chose qui peut être payant, ou pour vous ça paraît un peu too much pour un investisseur particulier? J'ai envie de dire que pour un investisseur particulier, ça me paraît un tout petit peu too much. Je me permets de le dire parce que c'est des instruments assez professionnels avec des calculs de volatilité implicite à l'intérieur de ces outils. Faut déjà être faut être un petit peu pointu quand même. Faut faire attention parce que justement cette volatilité implicite pendant les périodes un peu compliquées, elle monte très fort, ce qui renchérit le prix de ces protections. Et une fois que vous achetez une protection, où vous vous dites j'achète une protection, en fait le prix de la protection que vous achetez est déjà élevé en fait, et il ne vous protège pas aussi bien que ce que vous le pensez. Donc ça, c'est une chose où je pense qu'il faut faire attention. Le mieux pour un particulier, en fait, c'est toujours avoir de la poudre au sec. Au fond, c'est avoir une petite partie de liquidité quand même pour pouvoir participer aux opportunités. Si vous ne pouvez pas participer aux opportunités, c'est ce qui est le plus dommage. Donc éventuellement, prendre quelques plus-values sur des dossiers qui n'auraient pas trop baissé ou qui ont encore pas mal de plus-values pour garder ce petit matelas pour pouvoir intervenir au cas où. Merci beaucoup Damien. Damien Dirix, c'est Exane Asset Management au cœur de Cœur de Patrimoine. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.